qu'est-ce qu'il fait là, le journaliste? Il est en mode, on dirait il complote. Il est trop en mode. Alors, est-ce que vous avez vu Nicolas Sarkozy qui parle mal de vos députés? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? On va regarder le passage de Manuel Bompard sur France Info. C'était ce matin à 8h30. J'imagine qu'il va parler de beaucoup de choses, notamment des agriculteurs, du narcotrafic, parce qu'il y a une actualité autour de ça. Également de l'attentat antisémite qui s'est passé hier à Sydney. Donc voilà, il va parler de tout ça. On a confiance en lui, il est solide. Son crâne est fait de roc et d'acier. Et je pense que voilà, on va passer un bon moment. Parfait. Allez, c'est parti. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour Agathe. On va revenir sur l'attentat antisémite de Sydney, sur la colère des agriculteurs aussi. Mais d'abord, Marseille encore endeuillée, 1 mois après l'assassinat de Mehdi Kessassi par des narcotrafiquants. Le président se rend sur place aujourd'hui et promet que l'État gagnera la bataille. Vous, Manuel Bompard, le député de Marseille, vous y croyez encore ou vous dites c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard, mais pour que l'État gagne la bataille, et pour que la société dans son ensemble... Pardon, c'est quoi cette affaire? J'ai pas du tout suivi. Oui, je ne suis pas de Marseille. Je suis de l'opposé de Marseille, je suis au nord. Peut-être même que si on fait une ligne Marseille et tu vas tout droit au nord, on arrive chez moi. C'est possible. Du coup, je sais pas, c'est quoi ce truc? ensemble gagne la bataille contre la criminalité organisée, va falloir changer de méthode et changer de doctrine, puisque depuis des années et des années, finalement, on s'inscrit dans la même logique, beaucoup de communication, peu de résultats concrets. Le président de la République vient à Marseille aujourd'hui. L'année dernière, la Cour des comptes disait qu'il y avait, l'année dernière, moins de policiers à Marseille qu'en 2017. Un mec buté par la DZ Mafia, je simplifie à fond. Ah oui, oh, la simplification de zinzin. Non, mais c'était pas ce truc-là d'en gros un militant qui a été tué lors d'une affaire de règlement de compte dans le cadre de narcotrafic. Il me semble que c'était un truc comme ça. J'ai pas vraiment suivi l'histoire, l'affaire, hein, donc bon. Le frère d'un militant ELV anti-drogue a été tué à cause d'un règlement de compte de réseau de drogue. Grosse manifestation à Marseille. D'accord. Il a quand même mis 5 milliards d'euros sur la table, comme vient de le dire Paul Après, Barcelone. si vous voulez, on parlera 8h30. du plan Marseille en grand. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle Non, tout de pour suite. l'instant, sur la criminalité, Mais sur la question de la narcotrafic. criminalité organisée, moi je plaide pour un changement absolu de doctrine, c'est-à-dire d'abord se concentrer les moyens policiers, les moyens de la justice sur ce qu'on appelle le haut du spectre, sur le démantèlement des réseaux, et pour ça on a besoin de davantage, par exemple, d'effectifs de police judiciaire, on a besoin... Alors, davantage de police, je veux pas trop. Par contre, une réaffectation des forces de police pour que, oui, on puisse mettre un terme, en fait, au réseau entre guillemets, de grand banditisme. Oui, tout à fait. Par contre, à côté, évidemment, qu'il faut, et c'est la ligne de la France Insoumise, hein, si je me trompe, de légaliser, en fait. Par exemple, la consommation majoritaire, aujourd'hui, c'est le cannabis, la résine de cannabis. Et il s'agirait de légaliser tout ça de façon à la fois s'assurer à ce que les gens consomment des trucs qui soient faits dans de bonnes conditions, que entre guillemets, le trafic, en tout cas la vente, soit encadré. Tout ça, ça permet aussi, en fait, ça crée de l'emploi, hein, faut voir ça aussi comme ça. Et ça permet de faire bouger les effectifs policiers déjà présents de la petite répression pour faire des amendes à l'arrache. De toute façon, c'est en lien avec toutes les directives managériales des objectifs des objectifs monétaires, je veux dire. Genre les flics qui doivent évidemment mettre le plus de contraventions, le plus d'amendes possible, parce que ça fait des primes. C'est ce genre de choses, c'est comme ça que ça fonctionne dans la police. Donc si on arrête ce genre de procédé, ce genre de technique genre managériale bizarre au sein de la police, au sein des forces de l'ordre, peut-être que ces policiers-là, on peut les bouger sur d'autres affaires, notamment le démantèlement des grands réseaux de trafic, du grand banditisme, etc.
besoin de davantage de magistrats, on a besoin de davantage de greffiers. Il faut vraiment mettre les moyens pour se concentrer sur le haut du spectre. Et après, genre, je suis pour qu'on mette moins d'argent dans la police quand même. Hein, donc mettre plus de policiers là-dessus, non. Je pense qu'il y a de toute façon une refonte complète de la police qui est absolument nécessaire. Ça ne serait que de moi. Je veux dire, je suis pour l'abolition de la police. Mais en l'état, j'ai rien que la refondre de la cave au plancher, comme disait Mélenchon, et réaffecter les forces qui sont mises dans la répression de la population vers ce que devrait réellement en fait être le travail de la police. C'est déjà la moindre des choses. Pourtant, vous n'avez pas voté la loi C'est rentable de coller 15 amendes pour 2 grammes, mais pas de démanteler un réseau. Exactement. narcotrafic, Manuel Bompard, vous êtes les seuls à l'Assemblée qui avaient voté contre avec 4 députés communistes. Parce que cette loi s'inscrit toujours dans la même logique. On a fait de la communication, on a expliqué qu'on allait créer une DEA à la française, on nous a dit qu'on allait faire un parquet spécial contre un nouveau parquet national. Un parquet national, alors qu'il existait déjà une juridiction nationale. Donc en fait, on a changé le mot, mais on n'a pas changé la réalité de ce qu'il y avait en face. Alors c'est pas tout à fait la même chose, pardon, parce que les juridictions nationales, les juridictions régionales, ce sont elles sont territorialisées. Oui. Là, l'idée, c'était de créer un parquet national qui coordonne justement le tout, qui s'occupe des affaires les plus difficiles. Pardonnez-moi de vous corriger. Ça vous paraît inutile ? Pardonnez-moi de vous corriger. Il existait déjà une juridiction nationale qui s'appelait la Junalco et ce qu'on appelle des GIRS qui sont là, effectivement, des juridictions interrégionales. La juridiction de Paris et les autres. Donc, en fait, il y avait déjà des outils existants. Donc, c'est bien ça, on fait des trucs qui existent déjà. Non, c'est pratique. Regardez tout ce qu'on fait pour lutter contre le narcotrafic. Le problème, c'est pas de changer les mots. Le problème, c'est de consacrer les moyens nécessaires pour changer la réalité des choses. Et du point de vue de la réalité, malheureusement, les choses n'ont pas changé. Et pour reprendre l'argument de l'exécutif, non mais là-dessus, sur ce point précis, monsieur Bompard, sur ce point précis, l'exécutif disait que, par exemple, la GIRS de Nancy ne suivait pas ce que faisait la GIRS de Bordeaux et que face à un trafic international, ils avaient besoin d'une vision plus d'ensemble. C'est leur argument. Évidemment qu'il y a besoin on parle de réseaux qui sont des réseaux nationaux et même internationaux. Donc c'est pas si mal là-dessus. Mais non, mais encore une fois, pardon, il existait déjà une juridiction nationale, d'accord ? En plus des juridictions interrégionales. Donc, pardon, là, c'est peut-être un peu technique pour les gens qui nous écoutent. Vous êtes con ou quoi ? Écoutez, je vais vous expliquer parce que vous êtes con. Mais ça ne change strictement rien. En tout cas, ça, c'est votre argument, parce que c'est pas ce que dit le gouvernement. Mais vous dites ce nouveau parquet national sur le même modèle. Étrange que ce soit pas ce que dit le gouvernement. Non, vous m'avez interrogé sur la raison pour laquelle la loi narcotrafic, nous ne l'avons pas votée. Je vous explique, de mon point de vue, elle était de ce point de vue-là purement cosmétique, et surtout, elle restait dans cette même logique. Elle n'incluait, par exemple, rien sur la question des soins, de comment on sort les gens des addictions, et on est toujours dans cette idée que c'est en pénalisant les consommateurs qu'on va résoudre le problème de la consommation de drogue et donc de la criminalité organisée. Nous, on a présenté un plan avec 60 mesures pour s'attaquer à tous les aspects de la criminalité organisée, et j'aimerais bien plutôt qu'on aille dans cette direction. Mais pour reprendre la première question d'Agathe, quand le président... Oui, pitié en fait. Je veux dire, le nombre d'exemples qu'on a aujourd'hui, il y a plus cette excuse de personne l'a fait, personne l'a jamais fait, on sait pas comment est-ce que ça sera si on légalise, si on arrête de réprimer la plus faible consommation. Maintenant, on a quand même un nombre d'exemples qui se compte plus. De pays ou de territoires qui ont légalisé la consommation, notamment de cannabis. Ça marche, ça fonctionne pour de vrai. Et pire que ça fonctionne et ça fait de l'argent. La République, dans la Tribune dimanche, ce week-end, dit... C'est purement idéologique les raisons pour lesquelles le gouvernement et la droite, etc., sont contre la légalisation et veulent toujours plus de répression sur les usagers de drogue. Je sais l'actualité tragique, je ne mésestime pas les passions à l'approche des municipales, mais dans ce combat de long terme, il ne faut pas céder à l'esprit de défaite. Est-ce que cette guerre, et je pense notamment à... On compte l'alcool ou pas ? Ah non, je pense pas qu'il concerne l'alcool. Bon. Alors que l'alcool est la drogue qui fait le plus de morts chaque année, et quelles que soient les tranches de la population. L'alcool, c'est un fléau absolu. J'ai plusieurs personnes dans ma famille qui sont mortes de l'alcoolisme,
Mais ça, on n'en parle jamais. Ça, c'est normal. Vous savez, c'est être un bon Français que d'avoir, voilà, le verre de vin à chaque repas. C'est comme ça qu'on a un repas équilibré. Un repas n'est pas équilibré sans son verre de vin. Bah non, ça s'appelle de l'alcoolisme. Et ça tue des gens, en fait. Chaque année, ça tue des milliers de personnes. Mais ça, jamais on va en parler. Non, il vaut mieux réprimer les utilisateurs de cannabis qui vont avoir des bouffées délirantes menant à l'antisémitisme. Vous vous souvenez de ça, là, le truc, le graphique, en mode, c'était pas genre consommation de drogue, bouffée délirante, antisémitisme. C'était... Ce truc-là est un peu vieux, mais putain. Mine Kassassi qui a perdu 2 frères. Est-ce que cette guerre, elle n'est pas déjà perdue? Non, encore une fois, comme je l'ai dit de mon point de vue, elle n'est pas perdue à partir du moment où on va franchement sur le sujet et on sort de logique sur des logiques de communication. Écoutez, moi, je suis député de Marseille. C'était qui aux États-Unis qui avait dit, parce que c'était sous W. Bush qui avait The War on Drugs, et qu'ils ont admis pleinement quelques années plus tard que ça n'a pas marché. Voilà, la guerre à la drogue n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Bon. Depuis que je suis député de Marseille, dès qu'il y a un nouveau ministre... Puis après, ça va s'en servir pour à des fins géopolitiques, pour motiver les interventions américaines sur tous les pays au sud d'eux dans le continent américain. Notamment là, ce qui se passe au Venezuela, où il y a les États-Unis qui sont en train de... c'est même pas... Je veux dire, c'est même pas seulement menacé. Maintenant, ils annoncent qu'ils vont frapper le Venezuela, qui a un gouvernement, un président de gauche, et qui, parce que faut quand même voir les choses, que le Venezuela a des réserves de pétrole qui sont très très grandes, et donc c'est l'intérêt géostratégique des États-Unis d'attaquer un pays comme ça en disant que oui, ils nous envoient des immigrants et des trafics de drogue, et ce sont des menaces à l'intégrité des États-Unis. Voilà quoi. De l'intérieur qui est nommé, il vient à Marseille, il dit qu'il va tout changer. Ils ont même bombardé des bateaux. Oui, il y a eu des images et tout, mais ce sont littéralement des crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre. Je ne sais pas si peut-être que le terme de crime de guerre ne s'applique pas, parce que est-ce qu'on parle vraiment d'une guerre dans ce cas-là? Mais en tout cas, ce sont des crimes internationaux, parce que les États-Unis ont abattu dans les eaux internationales je vais dire des navires, mais non, c'est des barques en fait, des barques avec des Vénézuéliens dedans. Mais ça, normal, c'est les États-Unis, tu vois, donc tranquille. C'est quand même fou que tu regardes dans l'histoire, si tu avais un pays qui faisait ne serait-ce qu'un quart de ce qu'ont fait les États-Unis de leur histoire, ce serait le plus grand scandale absolu de l'humanité. Mais les États-Unis, non, c'est tranquille. C'est tranquille. Ils peuvent faire crime de guerre sur crime de guerre, ils peuvent faire crime contre l'humanité sur crime contre l'humanité. C'est tranquille. Les États-Unis, quoi, tranquille, voilà. Contre-exemple, Israël le fait aussi. Oui, mais je pense que de toute façon, les États occidentaux, ils sont à servir tout autant la soupe à Israël qu'aux États-Unis. Hein. De toute façon, c'est la même entité sur le plan, le plan géopolitique quasiment. Changer, il rentre à Paris et il n'y a rien qui change. Donc à un moment, il va peut-être falloir arrêter. Et enfin, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, moi j'assume de dire qu'il faut aussi changer de doctrine, c'est-à-dire qu'il faut casser le vivier d'argent sur lequel vivent aujourd'hui les réseaux de la criminalité organisée, et que c'est la raison pour laquelle nous on plaide pour la légalisation encadrée du cannabis, pour couper les sources d'approvisionnement des réseaux de la criminalité organisée. Il faut tarir les sources de financement de ces réseaux qui sont assis aujourd'hui sur des... Et il n'y a que ça qui fonctionne. Il y a littéralement que ça qui fonctionne. Par contre, à côté, tu as des barrières idéologiques qui font que, non, on va quand même pas légaliser les drogues. Vous savez que la drogue, c'est mal. C'est très très mal. C'est terrible. Et puis en plus, qui fume la drogue? Les Arabes? Ah non, surtout pas. Pas dans la France du général de Gaulle.
tas d'argent public. Et donc, d'argent... Mais la cocaïne, Manuel Bompard, ça réglera pas la question du trafic des drogues dures. Très bien, mais justement, précisément, si vous arrêtez de faire courir les policiers derrière les petits consommateurs de cannabis, alors vous avez la possibilité d'aller concentrer les moyens judiciaires et les moyens policiers sur les autres drogues, sur les réseaux de la criminalité organisée qui, ne se contentent pas de trafiquer de la drogue. Il y a du blanchiment d'argent, il y a de la corruption. Est-ce qu'à un moment on peut parler de ces sujets? On n'en parle jamais. Qu'est-ce qu'on fait contre la... Oui, et effectivement, comme dit Wolf dans le chat, pour permettre aux dealers de se réintroduire dans la vie économique, entre guillemets, légale. Complètement. La corruption, par exemple, parce que ça, c'est une vraie question. En tout cas, l'article 5 de la loi promulguée en juin prévoit aussi le gel des avoirs et des outils renforcés justement contre le blanchiment. Oui. Ça, vous trouvez ça bien, j'imagine? Oui, c'est une mesure cette mesure-là est une mesure qui va dans le bon sens. J'ai pas de difficulté, évidemment, avec ça. Et cette question-là, du blanchiment, c'est une question à laquelle il faut aussi s'attaquer. En tout cas, Manuel Bompard, vous parliez des points de deal. On constate... Après, moi, ça me fait rire de parler de blanchiment parce que j'y connais un petit peu. J'ai travaillé dans la restauration. Alors, le nombre des restaurants qui sont en fait des points de blanchiment d'argent, c'est assez fou. Hein. Après, moi, je suis en mode... Tant pis, quoi. Moi, je suis là pour travailler, en fait. Je suis là pour gagner mon SMIC. Bon, je vais pas dire quoi que ce soit. J'ai pas envie que le restaurant ferme, en fait. Mais c'est un vrai sujet. Hein. Dans la restauration, ça se fait beaucoup. Qui sont passés de 4000 en 2020 à 2700 aujourd'hui. Oui, donc mais vous madame, pouvez pas dire que la politique du gouvernement fonctionne pas, si? Si, parce que, madame, excusez-moi, c'est pas le bon indicateur. Parce que tout le monde sait, tous les gens qui travaillent un peu sur le sujet, qui sont un peu spécialistes, savent que les modalités de distribution de la drogue sont en train de muter. Et qu'on est de moins en moins sur des points de deal, comme vous dites, qui sont des points physiques, mais sur le fait d'avoir des livraisons, etc. Donc, le bon indicateur, c'est... Vrai entrepreneur, hein. Vrai entrepreneur, hein. Ubershit, vraiment, quel banger, je trouve. Ils sont trop forts. C'est pas ça que voulait Macron, finalement. Le petit auto-entrepreneuriat, c'est terrible. Oui, il a dit Ubershit, mais il fait vraiment référence à ça, à Ubershit, oui. Moi, j'avais vu passer un truc sur Twitter aussi, une affiche. C'était un policier, ou je sais pas, tu sais, qui montrait ça en mode affiche de Noël, hein. Avec un sapin de Noël et tout, en mode pour les fêtes, venez acheter votre bœuf et votre shit. Et je trouve ça trop fort, en fait. Ils sont trop forts. La vente de drogue, c'est la circulation de la drogue et c'est éventuellement la consommation de la drogue. Ça, c'est des bons indicateurs. Vous êtes dans un pays, en France, dans lequel une personne sur deux a déjà consommé du cannabis. Donc vous pouvez continuer dans une logique de prohibition en considérant que c'est comme ça que vous allez résoudre le problème. Mais de mon point de vue, on ne résout pas le problème comme ça. Donc je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut avoir une politique de légalisation et ensuite, évidemment, une politique de santé publique. Parce que il s'agit pas de dire on légalise parce que c'est bien de consommer de la drogue. C'est pas ça. On s'y attend. Non, mais je parle pas de ça, travail d'arbitre 4. Enfin, c'est pas en mode je parlais pas de la consommation de drogue dans la restauration, parce que après c'est un sujet aussi, hein, mais tranquille. Oui, il y a beaucoup de drogue dans la restauration, oui, mais j'en ai rien à foutre. Je parle des établissements de restaurants de restauration pour blanchir de l'argent. Je parlais surtout de ça. Attaque de manière différente et de manière plus efficace. Et justement, il y a plusieurs volets. Il y a pas que... Mais que ce soit dans le cadre de drogue ou pas, hein, d'ailleurs. L'aspect sécuritaire, il y a aussi ce plan Marseille en grand. C'est pour cela. Après, quelque part, qui blanchissent l'argent, ils paieront des impôts dessus. Ça me va. C'est ok. Que le chef de l'État va à Marseille, lancé il y a 4 ans, 5 milliards d'euros. Vous n'êtes pas aligné sur le narcotrafic, mais sur ce plan, rénovation des écoles, accompagnement des jeunes, rénovation urbaine, ça vous applaudissez? Non, madame, ce plan, je le dis sincèrement, avec mon collègue Sébastien Delogu, député de Marseille, on a produit hier un rapport d'une commission d'enquête populaire qu'on a faite, où on a auditionné un certain nombre de personnes à Marseille sur, voilà, quelle est la réalisation, l'état précis de ce plan. Vous dites qu'il y a 5 milliards d'euros qui ont été débloqués. Non, c'est le président qui le dit. Le président de la République le dit. L'année dernière, la Chambre régionale de la Cour des comptes, d'accord, c'est la Cour des comptes, c'est pas Manuel Bompard qui le dit, disait l'année dernière que 1,3% des fonds avaient été
effectivement débloqués. Oui, mais que plus ça avait été fléché. De parler de ça. Écoutez, c'est un plan. 62% des crédits ça c'est les chiffres engagés. du président de la République. Effectivement, selon ça c'est les chiffres du président de la République. La seule évaluation qui a été faite, précise, indépendante, c'est celle qui a été faite par la Cour des comptes l'année dernière et qui disait que 1,3% des fonds avaient été débloqués. On parle d'un plan qui a été lancé en 2021 et qui est censé se terminer en 2031. Mais sur les écoles, donc, par exemple, sur 10 ans. Sur les écoles. En 3 ans, on avait débloqué 1,3% des fonds. Alors non, pardon, ce plan est aujourd'hui un fiasco absolu. Alors comment vous expliquez que le maire de Marseille, Benoît Payan, a inauguré les écoles depuis des mois? Chaque semaine, il inaugure une nouvelle école. Il y a 188 écoles qui sont concernées par la rénovation, selon les chiffres qui avaient été avancés au moment de la présentation du plan. 20 déjà réalisés. Il y en a 20 qui à peu près ont été rénovés. On est quasiment à la moitié. Ça parle de Marseille, c'est pour ça que je réagis pas trop à ce qui est dit, mais on parle d'un plan de rénovation des écoles, et de toute façon, à Marseille, il y a un vrai sujet, un peu partout, mais Marseille particulièrement, sur la rénovation des bâtiments, que ce soit les bâtiments publics, les écoles, etc., ou les bâtiments d'habitation. Je veux dire, des immeubles, des blocs qui sont dans un état d'insalubrité extrêmement avancé. C'est un vrai sujet à Marseille, et il n'y a pas grand chose qui est fait pour améliorer la situation des habitants. De l'engagement de ce... Aussi parce que le marché de l'immobilier, on parle de blocs qui sont détenus par une personne. Tu vois, tu as une personne qui détient 500 appartes dans la ville de Marseille, qui va ne mettre absolument rien pour la rénovation. C'est de l'exploitation, c'est du vol sur le salaire des gens, de leur faire payer un habitat qui est complètement insalubre et qui manque de s'effondrer, en fait. Ce plan. Donc vous pouvez dire que c'est très bien, mais écoutez, quand le président de la République... Ça prend du temps de rénover une école. Parfois, il a fallu tout casser, tout reconstruire, tellement les écoles étaient vétustes. Est-ce que vous savez que la mairie de Marseille... Vous pouvez pas reconnaître juste que ça, au moins, ça va dans le bon sens? Est-ce que vous savez que la mairie de Marseille a été condamnée par le tribunal administratif parce qu'ils avaient décidé, dans le plan de rénovation des écoles, de confier la gestion de la maintenance des écoles au privé. Et c'était illégal, et le tribunal administratif les a condamnés, ce qui a fait perdre du temps, par exemple. Donc, madame, moi... Plus les petits papiers là comme ça pour pouvoir faire engraisser des boîtes où ça arrange bien d'avoir des contrats publics. J'aimerais bien que les écoles soient effectivement rénovées. Mais ce que je vous propose, c'est de venir faire avec moi un tour sur ma circonscription, d'aller rencontrer par exemple les enfants qui sont dans des écoles dans lesquelles il y a des infiltrations. Et les journalistes ou porte-parole du gouvernement. On est sur France Info, donc porte-parole du gouvernement. Il y a de la pluie, dans lequel il y a des punaises de lit ou des cafards, pas des punaises de lit, des cafards, dans lequel les cantines sont trop petites et vous êtes obligé de faire 5 ou 6 services à midi, et donc les gamins ils ont 15 minutes pour manger. Si vous trouvez que ça c'est une situation idéale, moi je ne le trouve pas. Et quand le président de la République est venu à Marseille en 2021, quels étaient les problèmes? Les écoles, le transport, le logement, la sécurité et la criminalité organisée. Venez à Marseille aujourd'hui et quels sont les problèmes? Les écoles, le transport, la criminalité organisée, le logement. Donc excusez-moi, j'aimerais bien vous dire que les choses ont bougé, mais moi je crois que c'est de la communication, c'est des grandes annonces. Là, la Cour des comptes disait c'est quand même absolument inouï. Il n'y a aucun pilotage, aucun plan, aucun document qui permet de savoir où on en est des objectifs de ce plan. C'est un plan qui n'est ni fait ni à faire. À vos yeux, dans ce plan. Dimanche, après l'attentat de Sydney en Australie, vous avez tweeté pour dénoncer un horrible attentat terroriste antisémite. Ce sont vos mots. Vous avez posté ce message juste après Jean-Luc Mélenchon et juste avant que d'autres insoumis n'embrayent à leur tour. Trop coordonné pour être sincère pour la ministre. Trop coordonné pour être sincère, mais c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, elle était à votre place hier sur France. Ah oui, non mais Aurore Berger, son passage était mais c'était odieux, c'était répugnant. À l'habitude d'Aurore Berger, qui est une personne absolument répugnante. Mais c'est fou en fait, c'est fou à faire des liens des accusations d'antisémitisme sur la France Insoumise, parce que la France Insoumise qui est pro-Palestine évidemment, c'est forcément l'antisémitisme de la France Insoumise, donc ils sont le fait qu'ils postent un message de soutien aux proches des victimes de cet attentat terroriste, c'est forcément suspect. Le complotisme un peu. Mais on voyait déjà ça de toute façon sur le complotisme
le complotisme islamophobe que peuvent avoir des gens qui sont par exemple chez Marianne ou chez Franc-Tireur. Où en fait, tu as cette suspicion de criminalité, cette suspicion d'antisémitisme qui est portée à toutes les personnes non blanches, particulièrement les Arabes, et aux organismes, aux associations, aux partis qui ne font pas un point central la répression des Noirs et des Arabes en France. Cette forme de complotisme-là, elle est hyper prenante, encore plus aujourd'hui, quand tu as tous les macronismes et tous les autres, je veux dire, qui sont en train de se dépatouiller un petit peu pour protéger les intérêts israéliens, et donc à manipuler l'accusation d'antisémitisme à tort et à travers systématiquement, comme fait d'ailleurs le gouvernement de Netanyahou et les Israéliens en général. C'est assez fou, et on voit ça tout le temps, tous les jours. Si je n'avais pas posé en même temps, ça aurait quand même été suspect. Oui, non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonnes choses, de bonnes solutions à faire, à moins que la France insoumise devienne islamophobe, devienne raciste comme ils le sont eux. Il n'y a que ça comme bonne issue, et encore. France Info. Toutes celles et ceux qui, depuis le 7 octobre, ont participé à nourrir... Voilà, c'est directement, le lien, il a été fait, mais instantanément. Et alors, on le sait maintenant, les personnes qui, je veux dire, les deux personnes qui ont perpétré cet attentat ont des liens avec l'État islamique. Ils ont été formés par Daesh aux Philippines, je crois. Qui ont pour stratégie, je veux dire, c'est la même stratégie que ont plein d'autres mouvements, qui est la division, qui est de commettre des attentats pour renforcer, pour pousser les autorités à renforcer leur politique de répression sur particulièrement les musulmans, mais toutes les personnes qui sont considérées comme musulmanes, je veux dire le racisme sur les Arabes en général, pour qu'après, les personnes qui sont concernées, qui vivent cette répression-là, se radicalisent. Je veux dire, c'est toute leur stratégie. Et là, ce que fait Aurore Berger, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Cet antisémitisme, ont déversé une espèce de haine obsessionnelle d'Israël, sont en partie responsables. Et le lien est fait directement. Là, il y a sans transition toute critique d'Israël et de l'antisémitisme selon Aurore Berger. De ce qui se passe. C'est le sionisme à l'état pur, quoi. De manière très coordonnée, en quelques minutes, ils ont immédiatement posté et publié un message. Enfin, c'est pas un tweet qui va effacer 2 ans d'un antisémitisme débridé. Il n'y a pas un Français juif aujourd'hui qui n'a pas peur de la menace que représente la France insoumise. Il n'y a pas... c'est vrai qu'il n'y a pas un Français juif qui vote la France insoumise. Aucun. C'est une dinguerie de dire ça. Vraiment, Aurore Berger, quelle personne mais répugnante. Du début à la fin, il n'y a rien à sauver chez elle. Que répondez-vous à Aurore Berger ? C'est absolument indigne. Voilà ce que je réponds. Écoutez, Madame Berger s'étonne que quand ce terrible drame a été rendu public, que nous ayons réagi. Mais enfin, il n'y a pas que la France insoumise qui a réagi. C'est le côté coordonné, effectivement, quand on a regardé. Coordonné, Mélenchon a tweeté à 11h46, à 12h03, vous publiez un tweet évoquant vous aussi un horrible attentat terroriste antisémite. C'est incroyable. Entre 12h15 et 13h09, vous tweetez tous en même temps les mêmes termes. Donc il fallait quoi, qu'on attende chacun 2 heures alors que le drame venait d'être annoncé? Évidemment que tout le monde a réagi. Vous pourriez dire que j'étais coordonné avec les membres du gouvernement qui ont réagi à ce moment-là. Évidemment que vous réagissez. Évidemment que vous réagissez à partir du moment où vous apprenez un drame. Enfin, qu'est-ce que ça note les heures des tweets de LFI? Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est que cette histoire, c'est vraiment un procès totalement fou, totalement indigne. Il y a un drame, vous réagissez pour dire votre émotion et votre indignation, évidemment. Et maintenant, on vous reproche de réagir ou de réagir. Il faudrait, je sais pas, laisser 3 heures entre chaque tweet pour donner l'impression. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette attaque? C'est absolument indigne. Peut-être que les Insoumis ont perdu en crédibilité dans la lutte contre l'antisémitisme. Non, peut-être qu'il y a eu des propos, par exemple, quand. Peut-être que quand tu as des petites journalistes de merde
qui passent leur journée à dire que la France insoumise est antisémite parce qu'ils sont contre le génocide que commet Israël en Palestine. Peut-être que oui, effectivement. Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que l'antisémitisme restait résiduel en France. Madame, est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ce type de propos? Non, c'est vraiment, franchement, je vous le dis sincèrement, je sais pas pourquoi, sur un drame qui a lieu à 15 000 kilomètres d'ici, qui est un drame absolu, qui je pense a choqué, a stupéfait tout le monde, pourquoi en plus vous avez des gens comme Madame Berger, ministre, qui viennent chercher à faire des polémiques, mais de manière absolument abjecte en fait. Donc et la récupération, elle a été instantanée. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu les premières informations sur cet attentat qui sont sorties, directement, tu as eu des tribunes qui ont été signées, des articles qui ont été signés, qui faisaient le lien avec Israël, avec les militants pro-palestiniens. On ne savait même pas qui étaient qui étaient les tireurs. On ne savait même pas combien ils étaient, que tu avais déjà des gens qui étaient en train de dire forcément, c'est des militants pro-palestiniens qui tuent des juifs. Et c'est ça à chaque putain de fois. À chaque putain de fois. Non, excusez-moi, ne cherchez pas, il y a aucune sincérité dans l'indignation de Madame Berger, il y a juste une instrumentalisation absolument indigne de cet attentat pour essayer d'en faire de la politique politicienne à l'échelle nationale. N'est-ce pas parce que vous avez tardé à qualifier les attentats du 7 octobre? Alors voilà, donc maintenant, en plus, hier, j'ai entendu Madame Berger dire absolument n'importe quoi, dire que la France insoumise n'avait pas condamné les attentats du 7 octobre, alors qu'évidemment qu'on l'a fait. Tardé. Mais on n'a pas tardé, enfin tout ça est une réécriture de l'histoire. Quant à Madame Berger, il y a eu un problème de qualification des faits à l'époque, Manuel Bompard. Vous êtes d'accord? Vous n'étiez pas d'accord entre vous? Il y a eu aucun. Ah non, en fait, ils étaient. Mais c'est marrant parce que toute la position de la France insoumise qu'ils ont tenue par rapport au 7 octobre, bah c'est marrant parce que en fait c'est la position qu'a adoptée la quasi-totalité des gens après. Je veux dire, il y a eu toute une séquence où la France insoumise se positionnait d'une certaine façon, qui se faisait taper dessus. Souvenez-vous, c'était pendant les... c'était quand? C'était pendant les deuxièmes législatives, il me semble. Où tu as eu toute une séquence où la France insoumise s'était positionnée et que t'avais tous les chiquiers politiques, même la gauche, hein, même je veux dire le PS, le PCF, les ELV, qui lui tapaient dessus, qui tapaient sur la France insoumise pour cette position-là, position qui a été adoptée par l'ONU quelques semaines après. Ou que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon tient une position, se fait taper dessus par l'intégralité du spectre politique, qui prend la même position et se fait sucer la bite quelques semaines après, Macron. C'est à chaque fois comme ça. À chaque fois comme ça. C'était pendant les européennes, oui, pardon. Pas de problème, je veux dire la Cour pénale internationale encore il y a quelques jours Amnesty International aussi parle de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité à propos des attaques du 7 octobre. Et c'est exactement les mots et la terminologie qu'on a employés à l'époque. Donc franchement, s'il vous plaît, à un moment j'aimerais bien qu'on sorte la question de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, des enjeux politiciens et qu'on s'attaque sérieusement à cette question. Et vous pensez toujours que les actes antisémites sont résiduels? Mais monsieur... Mais lui, il l'a pas dit en plus, c'est pas lui qui a dit ça, mais bref. S'il vous plaît, Monsieur Mélenchon, non, mais c'est important, mais non, c'est pas important parce que j'ai déjà répondu 40 fois à cette question. Donc, Monsieur Mélenchon, quand vous avez cherché à polémiquer avec lui sur ce sujet, a parlé des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien en disant qu'il n'y avait pas d'antisémitisme dans ces manifestations. Évidemment pas du problème de l'antisémitisme en France qui évidemment a augmenté de manière... Non mais oui, le vieux a dit ça, mais pas Manuel Bompard. Le Mélenchon, il avait dit ça. Et oui, c'était clairement pas malin. Après, quand il s'est expliqué, il disait qu'il parlait principalement dans les manifestations pro-Palestine, que l'antisémitisme y était résiduel. Je sais pas ce qu'il en est s'il dirait la même chose de l'explication de cette phrase aujourd'hui, j'en sais rien. Mais voilà.
significative ces derniers mois et contre lesquels il faut lutter de manière résolue et de manière déterminée. Or, que dit aujourd'hui une Moi, personnellement, je le défendrai pas là-dessus. Tu vois, je le défendrai pas là-dessus. Par contre, je veux dire, il y a les mots qui sont dits par des personnes et il y a les lignes politiques. Et en l'occurrence, je veux dire, la France Insoumise a une ligne, n'a aucunement une ligne qui est antisémite. Et la défense du peuple palestinien face au génocide qu'ils sont en train de vivre de la part de l'État d'Israël, ça n'est pas une question de religion, ça n'est pas une question d'antisémitisme, de judéité. Je veux dire, il y a un génocide qui est en train de se passer. Instance comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme, par exemple, elle dit que la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme en France souffre d'une absence de pilotage politique et de détermination politique. Voilà, ça c'est concret, par exemple, vous voyez. Et Madame Berger, qui est au gouvernement, elle devrait plutôt répondre à cette question-là, de sa propre responsabilité, de la responsabilité de son gouvernement, dans cette absence de détermination politique, plutôt que d'aller chercher à polémiquer sur un drame. Vraiment. Oui, puis peut-être qu'elle pourrait aussi parler de l'antisémitisme qu'il y a dans son propre camp politique. Comme par exemple, c'était qui ? C'était Nathalie Loiseau qui avait fait sa jeunesse dans un groupuscule d'extrême droite. Un groupuscule d'extrême droite antisémite. Ou est-ce que c'est Darmanin qui, dans son livre, est explicitement antisémite, reprend l'antisémitisme napoléonien ? Bon. C'est son parti, ça, par contre. Je trouve ça mais abject et... Oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, au RN, ça porte des casquettes de SS et ça chante sur des chansons négationnistes, mais on va pas trop les emmerder là-dessus. Indigne ce que fait Madame Berger en tant que ministre du gouvernement. Elle n'est pas digne de la fonction qui est la sienne. Manuel Bompard, dans un instant, on va parler de la colère. Oui, par exemple, ou Macron qui fait des références à Maurras, ou qui parle de Pétain comme d'un grand soldat. Un grand général pour la France. Mais non, ça, ce n'est pas de l'antisémitisme. Par contre, prendre la défense d'un peuple qui est en train de se faire massacrer sous les bombes de l'État israélien, ça, par contre, forcément, c'est antisémite. La fatigue, vraiment la fatigue. Des agriculteurs, quelles sont les réponses de la France Insoumise? Mais tout de suite, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. L'attentat sur une plage de Sydney ce week-end a probablement été motivé par l'idéologie du groupe terroriste État islamique. C'est ce qu'affirme le gouvernement australien ce matin alors que des drapeaux... Donc, encore un attentat d'extrême droite. Parce que je veux dire, l'État islamique, c'est un groupe d'extrême droite. Bizarre quand même, c'est marrant. Du groupe terroriste ont été retrouvés dans la voiture des tireurs. Il y avait aussi des bombes artisanales dans ce véhicule. Le ministre de l'Intérieur se rend dans l'Ain, à Trévoux, au nord de Lyon, où l'explosion d'un immeuble d'habitation a fait 2 morts, 2 enfants. 13 autres personnes sont blessées. Les secours cherchent encore de possibles survivants sous les décombres. Sur France Info, la préfète de l'Ain affirme que l'explosion est due à une fuite de gaz. L'enquête se poursuit. Le Premier ministre va tenir, lui, une réunion à Matignon ce matin à 10h30 avec plusieurs ministres et préfets. Une réunion sur l'agriculture, alors que des éleveurs continuent leur mobilisation. Ils s'opposent à l'abattage systématique des bêtes. On en a parlé dans la capsule que vous verrez probablement juste avant, enfin qui sortira juste avant celle-ci. On regardait la vidéo de Serge Faubert pour la chaîne Pure Politique qui parlait de ça justement. En cas de découverte de la dermatose dans un élevage. Hier, la ministre de l'Agriculture a dit entendre la détresse des éleveurs, mais a défendu ce protocole sanitaire. Et puis la préfecture parle d'un retour à la normale. L'eau du robinet peut de nouveau être bue dans 7 communes de l'agglomération de Saint-Louis, dans le Haut. Il y a des nouvelles d'ailleurs sur l'eau en Guyane et en Guadeloupe. Parce qu'il y avait ça aussi, je veux dire là, parce que ça m'y fait penser en fait, l'eau dans le Haut-Rhin là, il y avait des soucis d'eau potable dans les départements et régions d'outre-mer,
où t'avais pendant des semaines et des semaines des maisons, des quartiers entiers qui n'avaient plus du tout d'eau potable à faute de canalisation en bon état. Et que la France métropolitaine s'en est battu les couilles allègrement parce que évidemment aller aider les peuplades noirs qu'on a colonisés, ça n'intéresse personne. Quand on parle de gestion coloniale des départements d'outre-mer, c'est ça aussi. Du coup, j'ai pas de nouvelles vis-à-vis de ça. Ça vaudrait le coup d'aller s'informer un petit peu. Au Rhin, les autorités avaient mis en place des restrictions. En mai dernier, un taux trop élevé de PFAS, des polluants éternels, avait été détecté. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray. Député. La Roux-Turoux. Avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône, le monde agricole se mobilise, Paul. Intensément, Agathe, il se mobilise le monde agricole contre la gestion par le gouvernement de la dermatose nodulaire. Vous le savez, cette maladie contagieuse en cause l'abattage des troupeaux pour éviter sa propagation. Un abattage vivement critiqué par vous à LFI, que Jean-Luc Mélenchon qualifie même, je cite, d'absurde. Sur ce point, Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, vous répond sur France Info hier. C'est pas faire preuve d'une très très grande responsabilité. La responsabilité. Attends, le ministre de l'Enseignement supérieur, mais on s'en bat les couilles de son avis du coup, non? C'est qui même? C'est la première fois que je vois ce gars. C'est la première fois que j'entends. Alors déjà, il a 2 prénoms. Donc son avis est invalide. De base, son avis est invalide. Qui est cette personne? On est d'accord? Qui est cette personne? Aujourd'hui, c'est essayer de faire confiance justement aux scientifiques, aux vétérinaires qui travaillent au quotidien pour essayer. Oui, les scientifiques et vétérinaires qui disent que un abattage partiel suffit. Vaccination et abattage partiel suffit. Mais non, la directive gouvernementale, c'est abattage total. Donc, trouver des solutions et leur faire confiance, c'est pas justement générer de la polémique et générer du malheur sur le mareur. Mathilde Panot a même publié une lettre ouverte à la ministre de l'Agriculture demandant de cesser au plus vite l'abattage total systématique. Ces protocoles, je le rappelle, ont été mis en place par des vétérinaires, par des scientifiques, par des épidémiologistes. Mais vous, à la France Insoumise, vous dites que c'est absurde. Non, ce que vous dites, pardon, ne correspond pas à la réalité. Il y a débat, y compris parmi la communauté scientifique, sur voilà. sur l'ampleur de l'abattage à utiliser. Il y a par exemple des études de l'EFSA, qui est une agence européenne de sécurité alimentaire, qui dit que par exemple, si vous avez une stratégie qui est une stratégie de vaccination globale, mais c'est trop tard pour ça. Alors, attendez, oui, mais ça c'est pas ma responsabilité. Vous voyez là, j'ai un courrier. Écoutez, j'ai un courrier envoyé par Mathilde Panot à Madame Genevard, que je viens ministre de l'Agriculture. Je viens de le citer à la seconde. Non, pas celui-là. Celui-là, il date du 16 juillet 2025. D'accord? Oh, il le baise en mode bah oui, mais en fait, on leur a déjà dit qu'il fallait vacciner. Et ils ont rien fait. Oh, la baiserie. Le 16 juillet 2025, Mathilde Panot, présidente de mon groupe parlementaire, alertait la ministre de l'Agriculture sur la difficulté que nous allions connaître avec l'extension et la propagation de cette épidémie, cette maladie. Ah ouais. Et qu'est-ce que nous disions à l'époque? Nous disions, il faut d'abord travailler de manière concertée avec les éleveurs sur un protocole qui soit accepté par tout le monde. Vous pouvez pas imposer les choses de manière autoritaire comme le fait aujourd'hui la ministre de l'Agriculture. Et l'EFSA, puisque c'est le sujet que vous m'interrogez et que vous essayez en quelque sorte de... Non mais là pour le coup, juste trop fort. Trop fort. De laisser entendre que ma parole serait contre la parole scientifique. L'EFSA a dit, dans une stratégie de vaccination globale, il peut y avoir une stratégie d'abattage partiel qui produit les mêmes résultats qu'une stratégie d'abattage global d'un point de vue de la propagation de la maladie, mais qui permet de réduire les souffrances vis-à-vis des éleveurs. Parce que quand vous êtes éleveur et que pendant toute votre vie, vous avez passé votre temps à constituer un troupeau, effectivement, c'est une stratégie, c'est une décision d'une brutalité absolue de leur imposer l'abattage total de leur troupeau. Effectivement, mais le gouvernement s'appuie sur un consensus avec des scientifiques. Non, c'est pas un consensus. Non, du coup. Genre, c'est fou. Il vient de citer le travail de scientifiques. Il n'y a pas un consensus scientifique sur la question.
Des épidémiologistes, ça, mais dites-moi si l'étude de l'EFSA que j'ai citée n'existe pas. Oui, mais un consensus, c'est pas ça, madame. Un consensus, c'est de donner l'impression que tout le monde dit la même chose. Non, il y a un débat parmi la communauté scientifique. Certains, moi-même, je suis scientifique, si je peux me permettre, donc je crois. Ils sont journalistes ou porte-parole du gouvernement. Encore une fois, il s'agit de la chaîne France Info. Du coup, ils sont porte-parole du gouvernement. Pouvoir dire que j'ai pas une vision par rapport à la science qui soit une vision aveuglée, mais il y a un débat parmi la communauté scientifique entre les différentes mesures qui sont sur la table. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, de surfer un peu sur l'émotion, parce que bien sûr, vous le dites, c'est dramatique. Madame, quand on n'a pas le travail de toute une vie. Madame, mais c'est fou. Rien ne rentre dans sa tête, rien ne passe. Tout un troupeau pour ces agriculteurs. Je sais pas pourquoi vous voulez toujours sur tous les sujets polémiquer ou remettre en cause la sincérité de l'engagement d'une personne. Non, c'est un sujet qui est douloureux pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi certains responsables politiques qui sont censés, qui ont la volonté d'instrumentaliser cette souffrance? Encore une fois, je vous ai dit, ce courrier date du mois de juillet, donc on n'a pas attendu. On n'a pas attendu qu'il y ait des blocages et une indignation dans tout le pays pour commencer à nous intéresser à ce sujet. Madame, il n'y a aucune volonté de surfer sur quoi que ce soit. Il y a une compréhension. Oui, puis genre, c'est elle qui pose la question, en fait. C'est eux, c'est les journalistes là qui posent la question parce qu'il y a un sujet d'actualité. Ils sont là en mode, est-ce que vous surfez pas un petit peu sur le truc? Mais alors, ferme ta gueule, par pitié! Ferme-la à tout jamais! De la détresse et de la colère des éleveurs, qui je crois est d'ailleurs assez largement soutenu dans la population, et il y a le refus absolu des méthodes brutales du gouvernement. Quand vous voyez le gouvernement qui plutôt que de... Oui, c'est la belle-fille de Nathalie Saint-Cric et la compagne de Benjamin Duhamel. Comme quoi le monde est petit, hein. Le syndicat agricole majoritaire, elle-même dit que la vaccination massive est une menace pour le secteur bovin. Alors pour l'export notamment. Vous avez raison sur le fait que la FNSEA. Oui, c'est la FNSEA en fait. Et d'ailleurs, en fait, la FNSEA, c'est un syndicat qui n'existe que pour protéger les intérêts de l'agro-industrie. Les agriculteurs, ils s'en battent les couilles. Ils protègent uniquement l'agro-industrie. Évidemment qu'ils vont être là à dire non, du coup, on va pas vacciner parce que ça nous niquerait pour l'export de nos viandes. En désaccord avec leur stratégie, soutient aujourd'hui le gouvernement. C'est pas le cas de la Confédération paysanne, de la coordination rurale. C'est vrai, il y a un désaccord aussi chez les agriculteurs. Mais vous avez raison, sans doute, que pour certains, et peut-être pour la FNSEA, il y a un refus de généraliser la vaccination, parce qu'il y a des règles européennes totalement absurdes, qu'il faut que si vous généralisez la vaccination, vous rendez difficile l'export des bêtes françaises à l'étranger. Donc moi, je dis, il faut changer de protocole, et je dis évidemment qu'il faut renégocier. Il faut changer de doctrine complète, en fait, sur l'agriculture. Au niveau européen, parce qu'il n'est pas normal que si vous vaccinez, vous ne puissiez plus faire d'exportation. On est obligé d'avancer, excusez-moi de vous avoir interrompu. C'est sérieux comme sujet. Mais c'est tellement sérieux qu'il y a un autre grand pan de la colère agricole, c'est évidemment le Mercosur, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine, qui sera notamment débattu samedi au Brésil par Ursula von der Leyen. Pas débattu, elle veut le signer. Elle veut le signer, vous avez raison. Malgré ces concessions de Bruxelles, la France s'oppose toujours à sa signature. Est-ce qu'elle peut encore s'y opposer? Sébastien Lecornu. Non, ça ne changera rien en fait. Je veux dire, quand t'as quasiment tous les autres pays, à part la Pologne, qui l'ont signé, là, ça ne change rien. Et vu qu'on est de bons petits toutous pour l'Europe, pour l'Union européenne, pardon, rien changé. A officiellement demandé dimanche le report du vote des 27. Vous qui êtes opposé de très longue date, est-ce que vous saluez cette initiative du Premier ministre? Non, je vais attendre de voir, parce que pour l'instant, effectivement, le président de la République prétend demander le report du vote. Sauf que pour l'instant, on lui oppose une fin de non-recevoir. Donc j'attends et les Allemands sont contre également. J'attends de savoir. Alors déjà, bon. Ce que la France a l'intention de faire pour obtenir le fait que cet accord de libre-échange avec le Mercosur ne soit pas ratifié. Et encore moins ratifié contre l'opposition de la France. Enfin, pardon, c'est pas juste ma position, parce que tout le monde a l'air d'avoir oublié qu'il y a un mois, dans la niche parlementaire de la France Insoumise, l'Assemblée nationale, à l'unanimité, c'est pas juste la France Insoumise, à l'unanimité, a voté l'opposition du Parlement français à la ratification de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est que si Emmanuel Macron, comme j'en ai un peu le pressentiment, en quelque sorte cède cette semaine aux pressions... Voilà. S'il décide de s'en battre les couilles de ce que fait l'Assemblée nationale,
Bon, on le connaît quoi maintenant un peu le Manu Max. On le connaît tout à fait. Je pense qu'il va s'en battre les couilles allègrement. Et être là à dire « Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, ce sont les directives européennes. » Qui sont faites sur la France pour faire accepter l'accord de libre-échange avec le Mercosur, ça sera vraiment une forfaiture d'un point de vue démocratique vis-à-vis de la parole qui a été donnée par l'Assemblée nationale française. Manuel Bompard, Brigitte Macron, donc l'épouse du président, s'est dite désolée hier soir si elle a blessé des femmes victimes. Oui. Elle réagissait. Genre son désolé qui n'en est pas un. Pour la première fois à ses propos après la polémique. Elle avait qualifié de sale conne des militantes féministes qui avaient interrompu le spectacle d'un humoriste. Elle dit qu'elle est désolée, mais elle ne regrette pas ses propos non plus, car elle... Oui, voilà, donc juste, elle est pas désolée. En fait, elle est désolée que ce soit su. C'est juste ça, en fait. Il n'y a rien de plus vis-à-vis de ça. Elle estime qu'ils ont été... Elle maintient ses propos, juste elle aurait aimé que ça ne paraisse pas dans les médias. C'est surtout ça. Tenus dans un cadre privé. Qu'est-ce que vous pensez de ces explications qu'elle aurait dû s'excuser. Brigitte Macron. Qu'elle devrait s'excuser. Qu'on ne parle Elle dit pas qu'elle comme est désolée. Que cette fable qui consiste à faire croire que ses propos n'avaient pas vocation à être rendus publics. Elle dit qu'elle n'a pas vu la caméra, oui. Me semble vraiment pas convaincante du tout. Et par ailleurs, que ça soit dans un cadre privé ou dans un cadre public, pardon, je pense qu'on ne parle pas comme ça. Et on parle encore moins comme ça de femmes qui expriment une indignation que personnellement je comprends et je partage. La semaine dernière, les députés ont adopté le projet de loi de financement de la sécurité sociale à 6 petites voix près pour avoir la majorité. Un nouveau... Oui, avec l'abstention de ELV. Yes. Nos alliés. Un nouveau vote définitif est prévu aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'il puisse être différent ? Chacun sera devant sa responsabilité cet après-midi, mais je m'adresse en particulier à ceux qui ont été élus sous l'étiquette du nouveau Front populaire, parce que quand on a été élu sur les... Non, le PS a voté pour, ELV s'est abstenu. L'étiquette du nouveau Front populaire, on a été élu pour augmenter les moyens de l'hôpital public, pas pour les diminuer. Or, ce budget de la sécurité... Et d'ailleurs, les passages des différentes personnes de ELV qui sur les plateaux télé, en radio, etc., pour dire on est... genre, si on avait écouté notre cœur, on aurait voté contre, mais du coup, on s'est abstenu. Et là, en mode, mais du coup, vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire en vidéo 1080p que vous êtes des petites merdes sans colonne vertébrale. Genre, vous êtes au courant que c'est précisément ce que vous êtes en train de faire. Je sais pas, oui, écoutez votre cerveau, je réfléchissez un peu et utilisez ça. Cyrielle Châtelain, oui, mais Marine Tondelier a dit la même chose. Pareil. La sécurité sociale se traduirait par une diminution des moyens de l'hôpital public. Quand on a été élu sur l'étiquette du nouveau Front populaire, on a été élu pour le pouvoir d'achat, pas pour augmenter le prix des mutuelles pour les personnes qui sont des assurés sociaux. Je parle des écologistes, je parle des socialistes, puisque les socialistes ont voté pour la semaine dernière le budget de la sécurité sociale. Et les écologistes se sont abstenus. Moi, je dis à tout le monde, sur le site de la France Insoumise, nous avons produit un simulateur de quel serait l'impact sur la vie des gens de ce budget de la sécurité sociale s'il était adopté. Je conseille à tous les députés, en particulier ceux qui ont été élus sous l'étiquette du nouveau Front populaire, d'aller consulter ce simulateur avant de voter cet après-midi. Et j'espère qu'ils vont changer d'avis et que le budget de la sécurité sociale pourra être rejeté, parce que c'est notre responsabilité, quand on a été élu pour rompre avec le macronisme, de ne pas permettre la continuité de sa politique. 8h57. Bon, je suis pas allé voir le résultat, mais j'imagine que ça n'a rien changé. Bon, c'est quand même bien, hein, nos alliés qu'on a élus avec l'étiquette NFP pour qu'ils respectent le programme du NFP. C'est bien. Hein. Quelle bonne baiserie. C'est adopté. Oui, voilà quoi. Donc rien n'a changé par rapport au premier vote. 7 et quasiment 30 secondes sur France Info. Il est l'heure de la question qui a retrouvé sur l'Instagram et le TikTok de France Info. Aujourd'hui, la question qui va au zoo. Est-ce que vous avez écouté Nicolas Sarkozy dans le très populaire podcast Légende ? Il est très en colère contre 2 de vos députés, Daniel Obono et Hugo Bernalicis, qui ont amené un photographe dans la prison de la Santé. Pourquoi il fait... Qu'est-ce qu'il fait là, le journaliste ? Il est en mode... on dirait il complote. Il est trop en mode... Alors, est-ce que vous avez vu
Nicolas Sarkozy qui parle mal de vos députés. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Et il dit notamment... Il a envie de pisser, il a froid, il fait froid sur le plateau. Ceci. Eux, ils sont venus me voir. Comme on vient de voir le panda blanc au zoo de Beauval. Voilà, j'ai passé la partie mignonne du zoo de Beauval, mais il y a une autre partie moins mignonne où il est vraiment très remonté contre vos deux députés. Mais nos députés sont effectivement comme le font. je pense juste la meilleure réponse à dire, c'est je m'en bats les couilles. Je m'en contrebats le cul de ce vieux connard. Voilà. De nombreux parlementaires, en particulier les parlementaires de la France Insoumise, puisque c'est un droit dont bénéficient les députés, aller constater les conditions de détention des détenus dans les prisons en France. Donc si monsieur Sarkozy a un problème avec le fait que des parlementaires exercent le droit parlementaire, c'est son problème. Mais en l'occurrence, moi je trouve que mes camarades ont raison de s'interroger sur les conditions de détention en France qui sont, dans un certain nombre d'établissements, absolument ignobles et pas dignes d'une démocratie comme la France. Vous allez lire le livre de Nicolas Sarkozy ? Non. Je oh non, quelle idée. Je trouve par ailleurs cette opération assez choquante en vérité. Donc non, j'ai pas l'intention, si vous voulez, de participer à la publicité de monsieur Sarkozy. Et son livre m'intéresse assez peu. Merci beaucoup. Pourtant, il parle de vous dans son livre. Voilà, et ça c'est dit. Bon, un passage intéressant, mais bien, hein, comme d'habitude. Manuel Bompard, il est très bien sur les plateaux télé. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouve assez bientôt. Hein.